La mission particulière de Vivonne. Louis XIV, qui a personnellement nommé tous les membres de cet état-major, connaît parfaitement les rivalités qui les opposent. Aussi, pour surveiller ce groupe hétérogène et en garder le contrôle, décide-t-il, suivant une technique qui lui est familière, de lui adjoindre un homme en qui il puisse avoir une totale confiance. Vivonne tiendra ce rôle. Malgré son peu d'expérience de la mer, le roi lui a déjà confié le commandement de la reine, vaisseau de 60 canons, un des plus grands navires de la Royale. Il ordonne maintenant à son ami d'aller rejoindre l'escadre de Beaufort. Il le promeut maréchal de camp et le désigne comme membre du conseil de guerre du duc. Le 28 avril, Louis XIV écrit au comte: Vivonne, par la lettre ci-jointe, je demande à mon cousin le duc de Beaufort de vous donner entière créance, comme vous verrez par la copie dont elle est accompagnée. Afin donc que vous soyez informé de mes intentions pour les lui pouvoir expliquer, je vous dirai que j'entends que, dans les occasions importantes, soit de la descente à terre ou d'attaque à d'entreprises où il s'agira d'employer mes troupes, on ne résolve rien sans l'avoir examiné au conseil de guerre, et qu'on fasse beaucoup de considération des avis des sieurs de Gadagne, de la Guillotière et du chevalier de Clerville. Je désire même qu'il soit toujours fortement appuyé du vôtre, et avec application, à faire qu'il soit suivi, car, ajoute le roi avec clairvoyance, mais sans complaisance pour Beaufort, j'ai bien plus de confiance en la valeur de mon dit cousin qu'en plusieurs résolutions où elle pourrait le porter, décidant les choses lui-même. Et en cas qu'il voulût agir au préjudice de leurs sentiments et de toutes les raisons que vous lui présenterez, je vous ordonne de lui déclarer en particulier que mon intention est que, dans les matières ci-dessus, leurs avis servent de règle tant pour la résolution que pour l'exécution. Un étrange système de commandement. Cette lettre du roi à Vivonne est essentielle à la compréhension de la suite des événements. Elle est révélatrice du curieux système de commandement mis en place par le souverain. Louis XIV ordonne à Beaufort, responsable en chef de l'expédition, de ne prendre aucune décision sans l'avis de son conseil. Mais volontairement, il omet de l'avertir qu'en cas de désaccord, c'est l'avis du conseil et non le sien qui devra prévaloir. Dans ce cas, c'est Vivonne, simple maréchal de camp, qui serait alors chargé de l'informer de cette volonté du roi. Enfin, pour sauver l'apparence du pouvoir de Beaufort, Louis XIV décide que cette procédure restera secrète. Ce n'est qu'en cas de nécessité, et en particulier que Vivonne la fera connaître au duc, et hors de ce cas, spécifie le roi, il faut ne rien témoigner, et pour le reste, en parler avec toute la discrétion possible. Louis XIV a suffisamment confiance en son jeune ami pour être assuré qu'il s'acquittera de cette délicate mission avec habileté et discrétion. En revanche, on est en droit de se demander si le souverain, qui connaît l'orgueil et l'impétuosité de son cousin, croit vraiment que Beaufort souffrira, sans réticence ni humeur, une telle entrave à son autorité. Enfin, dans une procédure de prise de décision, dont seul Vivonne détient le secret, le roi ne traite pas le cas, pourtant très vraisemblable, où les avis des membres du conseil seraient partagés. Ce silence peut laisser supposer que c'est alors le point de vue de Vivonne qui prévaudrait. Vivonne est pourtant le moins gradé et le moins ancien des membres du conseil et il n'a aucune responsabilité directe dans le déroulement des opérations. Tout est en place pour que ressurgissent les vieilles rancœurs, que se constituent des clans et qu'éclatent des conflits entre des hommes qui se jalousent ou se détestent. Les plaisirs de l'île enchantée. Mai 1664. À Toulon, la Guette a commencé l'approvisionnement des vivres et des munitions nécessaires à l'expédition en Barbarie. Il devrait maintenant préparer les bâtiments de guerre qui doivent y participer, mais parmi les 14 vaisseaux retenus pour l'opération, 7 sont actuellement à la mer avec l'escadre de Beaufort, dont on est sans nouvelles depuis la mi-mars, et 2 autres, la Reine, commandée par Vivonne, et le César, commandé par Ricambeau, sont basés à La Rochelle et ne rallieront Toulon que plus tard. En attendant,
On se contente de radouber les 5 vaisseaux qui sont restés à Toulon. Depuis quelques semaines, la Guette n'a plus aucune nouvelle de Paris. Louis XIV et ses ministres sont totalement accaparés par la préparation du spectacle grandiose et sans précédent que le souverain a décidé d'offrir aux reines et à toute la cour, afin, nous dit Bluch, de faire admirer le roi, de faire aimer ou envier, montrer la richesse du royaume, la gloire du règne, l'ingéniosité et le zèle de ses poètes et de ses artistes. Versailles servira de cadre à ces festivités. Louis XIV a une prédilection pour cette résidence où le Vau a édifié un petit château et où le nôtre a entrepris la réalisation d'un parc et de jardins qui devront en splendeur l'emporter sur ceux qu'il avait dessinés quelques années plus tôt à Vaux-le-Vicomte pour le surintendant Fouquet. Le roi a confié à son fidèle ami de Saint-Aignan l'organisation de l'ensemble des cérémonies. Lully est chargé de la musique, Molière des représentations théâtrales et Vigarani des décors et de l'énorme machinerie nécessaire au spectacle. La fête, s'articulant sur un thème inspiré de Roland Furieux de l'Aristote, prend le nom des palais de l'île enchantée. Le mercredi 7 mai, les festivités débutent par un carrousel où paradent les plus grands du royaume revêtus des costumes des personnages de l'Aristote. Pendant une semaine, spectacles, soupers, bals et ballets, tournois, jeux, feux d'artifice et réjouissances diverses se succèdent nuit et jour. Parmi ces divertissements, le roi à 2 reprises participe en personne à une course de tête. Il s'agit, sur un cheval lancé au galop, d'emporter, au bout d'une lance puis d'un dard et enfin d'une javeline, 3 têtes disposées à l'extrémité de la lice. Lors de ces 2 concours qu'il remporte brillamment, Louis XIV songe sans doute aux ennemis que ses troupes vont bientôt affronter en Barbarie. En effet, parmi les 3 têtes qu'il embroche avec succès, si l'une est de Méduse, les 2 autres sont celles d'un Turc et celles d'un Maure. Le 5e jour de ces festivités, le roi fait à ses 600 invités les honneurs de son orangerie et de sa ménagerie que l'on vient juste d'achever. Les courtisans admirent la multitude et la beauté de ces oiseaux rares. Quand on sait l'importance attachée par Louis XIV au succès et au rayonnement de cette semaine de réjouissance, on comprend mieux alors la pression qu'il a, pendant des mois, fait peser sur la Guette pour que celui-ci se procure à temps des orangers d'Italie et des animaux exotiques des pays africains. Beaufort devant Alger. Les semaines passent, la fin mai approche et Beaufort n'est toujours pas rentré. La seule chose qu'on sache de lui, par une barque en provenance d'Afrique, est que l'escadre française et une escadre anglaise, sous les ordres de l'amiral Lawson, sont toutes 2 mouillées devant Alger, où les corsaires se sont enfermés au début du Ramadan. La situation s'est sérieusement dégradée entre Turcs et Anglais. Sous la pression de l'amiral Lawson, le divan d'Alger a fini par accepter de rendre aux Anglais 17 vaisseaux, leurs équipages et les marchandises capturées par ces corsaires. En revanche, ils refusent toujours de payer aux Anglais la lourde indemnité prévue par leurs accords en dédommagement des préjudices subis. Ce refus et les traitements honteux infligés à leurs consuls ont décidé les Anglais à déclarer la guerre à Alger. Depuis lors, la flotte de Lawson assure le blocus sur le port d'Alger. Beaufort, en quittant les Baléares, a poursuivi sa chasse aux pirates, mais cette fois-ci sans succès. Depuis un mois, il est devant Alger. La Gazette de France rapporte que les 2 aviraux français et anglais se sont abouchés sur la manière à exécuter les ordres qu'ils ont reçus pour la sûreté de la navigation. Mais le mépris dont témoigne Beaufort pour les Anglais et son manque de diplomatie ne permettent aucun rapprochement effectif entre les 2 forces. Pour s'informer des sentiments des Turcs d'Alger à l'égard de la France, le duc demande à Duquesne d'entamer des discussions avec eux sous le prétexte d'échanges commerciaux. Des envoyés du divan rencontrent Duquesne à son bord et proposent à la France de signer une paix avec Alger. Duquesne leur répond qu'il n'a nulle charge pour cela, tout au contraire. À 5 reprises, les Turcs renouvellent leur offre. Beaufort leur fait dire qu'il n'en ferait rien, qu'il n'est point venu là avec les vaisseaux du roi pour écouter aucune proposition de leur part, que s'ils ont tant désir d'un tel dessein, qu'ils lui députassent ou envoyassent à sa majesté quelqu'un pour cela.
Cette fin de non-recevoir éclaire définitivement les Turcs d'Alger sur la volonté du roi de France de ne pas renouer le dialogue et sa détermination de leur faire la guerre. Les pourparlers sont suspendus, ils ne reprendront plus. Malgré le secret mal gardé sur le projet d'exécution française, les Turcs ignorent au juste où se portera l'attaque. Les pachas de Tunis et de Tripoli craignent que leur pays ne soit la cible des Français. Ils vont tenter d'amadouer Louis XIV. En mai, la Guette informe Colbert que ces deux pachas ont témoigné que si le roi leur écrivait, ou quelques-uns de ses ministres, qu'ils donneraient tout ce qu'ils pourraient avoir de curieux et même des chevaux pour les haras de Sa Majesté. Les pachas connaissent les faiblesses du roi de France. Et la Guette, candide, estime qu'il serait bon qu'après que l'on serait arrivé à Gigri, que 2 barques étant déchargées allassent à Tripoli et l'autre à Tunis avec des passeports de Sa Majesté pour faire des achats. Le retour de Beaufort. Vers la fin du mois de mai, Beaufort se décide enfin à rentrer à Toulon. Il a plus d'1 mois de retard sur le calendrier qu'il avait lui-même fixé. Pour seule excuse, il déclare dans son rapport à Colbert: « J'ai cru qu'il fallait employer nos 3 mois de vivre sans en perdre un seul jour. » Ce retard, qui pèsera lourd dans la suite des événements, ne fait, semble-t-il, l'objet d'aucune réprimande. Le 30 mai, l'escadre de Beaufort rallie Toulon. Le duc rédige aussitôt une longue lettre à Colbert. Il y fait un récit avantageux de sa campagne. Il est satisfait des prises qu'il a faites sur les côtes d'Espagne, des pourparlers qu'il a menés avec les Turcs et des informations qu'il a pu obtenir d'un renégat qui résidait depuis 25 ans à Alger. Il ne taille pas d'éloges sur ces vaisseaux bien supérieurs, affirme-t-il, à ceux des Anglais. La perle et l'écureuil, pour être légers et vite, n'ont guère leur pareil. L'Hercule, pour un grand vaisseau, est très bon voilier, et le Saint-Louis va presque aussi bien. L'amiral en approche. Je crois que le Jules ira du pair avec les meilleurs. Mais aucune allusion à la vétusté des autres vaisseaux, aux voies d'eau de la Françoise, aux avaries à répétition du Soleil et du Mercure, qui ont marqué les dernières campagnes. Quant aux galères, Beaufort demande à Colbert d'affirmer à Sa Majesté qu'elles sont en parfaitement bon état. Les morts, ajoute-t-il, que j'ai amenés ont été un grand renfort pour leur chiourme, qui me paraît aussi belle qu'il n'y en ait en lieu du monde. Le duc fait tout de même part à Colbert d'un sujet qui le contrarie. Ce qui m'a donné bien de la douleur en arrivant ici, déclare-t-il, et que je ne vous dois pas sceller, est le peu de secret que l'on a gardé sur les desseins de Sa Majesté. Mais il s'empresse de rassurer le ministre. Soyez persuadé, monsieur, que nous irons fort gaiement à l'exécution de notre dessein. Je vais presser notre départ de toutes mes forces, car selon mon sens, avoue-t-il tout de même, il n'y a point de temps à perdre. Avant de conclure, Beaufort signale à Colbert qu'il lui envoie un messager. Ce gentilhomme, écrit-il, aura l'honneur de vous instruire de Bougie, qui est un bon poste. Il emporte le plan et le renégat dont je vous écris ci-devant vous en dira l'importance. Le duc, qui a toujours recommandé Gigri comme site d'implantation de la base française en Barbarie, aurait-il maintenant des doutes sur la validité de son choix? Il termine son long rapport avec ces compliments dont il a le secret. Si Dieu nous fait la grâce de réussir, quoi qu'il arrive après, je mourrai content, n'ayant d'autre but que de mettre 1000 vies, si je les avais, pour le service et la gloire de mon maître. Je vous supplie de l'en bien persuader et de me croire votre humble serviteur. Le roi prise ses flagorneries. Les louanges, disons mieux, les flatteries, écrira Saint-Simon, lui plaisaient à tel point que les plus grossières étaient bien reçues, les plus basses encore mieux savourées.